Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans votre club international de 28 minutes samedi. Ce soir encore, on va vadrouiller à travers le monde avec des compagnons de virée venus d'un peu partout pour explorer l'actualité de la semaine. Au menu, Donald Trump s'active et dégaine un plan de paix en Ukraine favorable à la Russie. Les Européens se mobilisent pour le corriger, intégrer davantage de protection pour Kiev. Mais il y en a un qui ne bouge pas, c'est Vladimir Poutine. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Вот. Alors ce plan de paix américain est-il déjà mort-né? On en débattra. Puis notre invité du samedi nous entraînera sur la piste des momies. Héloïse Quettel est la commissaire d'une passionnante exposition au Musée de l'Homme à Paris qui nous raconte l'histoire de cette tradition d'embaumement des restes humains, une pratique qui remonte bien avant l'Égypte antique. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'étourdissante Natacha Triou. Salut Natacha. Salut Renaud. C'est quoi le menu ce soir? On va méditer autour de l'orthographe des prénoms contemporains et de leur grande originalité. Eh bien, on verra ça tout à l'heure, Natacha. Voilà, c'est parti pour le Club international de 28 minutes samedi. Quel plaisir, Valérie Brochard, de vous retrouver. Plaisir partagé. C'est vrai? Ouais. Quel plaisir. Toujours. Répétez-le. Bienvenue à vous. Oh, Jean-Mathieu Pernin, je suis gâté. Salut Jean-Mathieu, ça va? C'est une émotion. Ouais, Chaque instant. Ça va quand je vous ai reconnu? La cravate? Ah mais c'est vrai. On pourrait en mettre une, Renaud. Et voici nos invités de ce soir. Bienvenue à tous les trois. Avec d'abord un petit nouveau, si je puis me permettre. Frédéric Arnoux, bienvenue à vous. Vous êtes correspondant en Europe de Radio-Canada. Et vous venez de publier C'est aussi ça l'Amérique, portrait d'un pays polarisé aux éditions Québec-Amérique. Bienvenue Frédéric. Merci beaucoup, Vous allez bonsoir. voir, tout va bien se passer. J'espère. À vos côtés, Mariana Perebenesiuk. Bonsoir Mariana. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes journaliste franco-ukrainienne indépendante et vous collaborez notamment avec l'hebdomadaire ukrainien Tijden. Exactement. Bienvenue. Et puis à vos côtés, Richard Verly. Salut Richard. Salut Renaud. Bienvenue Richard, correspondant à Paris du quotidien suisse, Blick.fr. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, coécrit avec François d'Alençon aux éditions Grasset, Le bal des illusions. Et au pupitre, c'est notre ami Pierre Kroll. Salut Bonsoir. Pierre. Bonsoir. Bienvenue Pierre, dessinateur bien sûr. Vous dessinez pour le quotidien belge Le Soir, l'hebdomadaire belge Ciné Télé Revue. Et je rappelle le titre de votre BD qui vient de paraître aux éditions des Arènes, Dans quel monde on rit? La première actualité de la semaine, Valérie, c'est la crise budgétaire. Et cette crise budgétaire qui en fait ne touche pas que la France, elle concerne aussi plusieurs de nos voisins européens. Oui, vous avez raison, Renaud. La colère monte et les manifestations contre les orientations budgétaires se multiplient dans certaines capitales européennes, comme hier à Rome ou à Bruxelles, qui a connu cette semaine 3 jours de grève pour dénoncer les restrictions économiques que nous explique cette représentante syndicale. La Belgique a un déficit budgétaire qui est connu, mais les mesures sont tellement impactantes, surtout au niveau social. On touche aux allocations de chômage, on touche à la pension, donc on touche à vraiment tout le monde. Tout le monde va le sentir très fort dans son portefeuille. Richard Verly, des turbulences en réaction au budget proposé. On les note en Belgique, on vient de le voir, mais aussi au Portugal, en Italie. Est-ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets ou est-ce que vous voyez des différences, des singularités dans les différentes formes de contestation? Alors, j'en vois une importante, en tout cas, entre des pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie et la France ou la Belgique, parce que les premiers pays que j'ai cités ont fait d'énormes efforts durant la crise financière. Et donc, ce sont des pays qui se sont restructurés d'une manière ou d'une autre, et on peut penser notamment à l'âge de la retraite qui, en Italie, est de 67 ans et qui pourrait arriver à 70. En revanche, ce qui est certain, et l'exemple de la Belgique le montre, c'est qu'il y a un malaise social grandissant en Europe occidentale, tout simplement parce que l'État-providence, comme on l'a conçu, eh bien, il a de plus en plus de peine à se financer, d'autant qu'il y a une donnée nouvelle dont on parlera évidemment à propos de l'Ukraine, c'est que maintenant, il faut investir dans la défense. Et donc, difficile d'investir à la fois dans la sécurité sociale et dans la défense. Et j'allais y venir justement à Mariana Perebenesiuk. En Italie, très précisément, le plan budgétaire de Giorgia Meloni déchaîne les critiques. À Rome, on conteste, je cite, les dépenses militaires. On dénonce même un budget de guerre. C'est difficile de faire accepter les hausses budgétaires pour la défense tout en soutenant l'Ukraine? Alors je pense qu'il est avant tout difficile de faire accepter ce qui s'est passé dans les décennies précédentes, à savoir que
on avait eu en Europe partout au-dessus de ses moyens, d'un côté, et de l'autre côté, pour essayer de tenir un tout petit peu, la réalité, c'est qu'on a déjà économisé. Ça fait des décennies qu'on économise, on économise sur la défense. Pourquoi ? Parce que l'armée, elle ne manifeste pas, elle ne proteste pas. C'est comme ça que dans ce silence assourdissant, toute l'Europe, et surtout la France, particulièrement la France, a sabré les dépenses sur la défense, et que maintenant, il ne s'agit pas de se réarmer. Il s'agit vraiment d'essayer de rétablir la situation tenable, parce que là où nous étions arrivés, ce n'était plus tenable. Mais Frédéric Arnoux, ça veut dire, comme le disait Richard Verly, il y a des pays en Europe qui se sont réformés. Nous, on nous dit depuis longtemps qu'il faudrait réformer la France, la Belgique, même le Portugal aujourd'hui. Finalement, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus aujourd'hui, on ne supporterait plus ces réformes qu'il faudrait faire. Déjà, la France, c'est quasiment irréformable. De toute façon, ça fait des années qu'on en parle. D'accord, c'est c'est toujours un peu le même chose qui se passe. Donc, personne ne veut faire les efforts. Et après ça, la rue parle. Et donc, là, on va reculer. Donc, ça devient compliqué. Le problème, c'est que tous ces pays-là, en fait, ils sont tellement endettés. Et maintenant, il faut faire attention. Ah, mon Dieu, on est à plus de 100% du PIB. Donc, il faut faire des compressions budgétaires. Il faut faire ci, il faut faire ça. Fait que c'est encore plus difficile. Il y a des choix qui, probablement, n'ont pas été faits il y a longtemps. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des partis qui essaient de jongler avec ça. Mais ça devient vraiment ingérable. Comment expliquez-vous justement cette spécificité française du climat social actuel ? On verra ce qu'il en sera dans quelques semaines ou quelques mois, en tout cas, Richard Verly. Mais Valérie Brochard le disait, il y a des manifestations en Belgique, en Italie. Il n'y en a pas en France, en tout cas. Est-ce que c'est parce qu'on n'a toujours pas de budget, d'ailleurs ? On ne sait même pas si on en aura un. Est-ce que c'est parce que, d'ailleurs, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas véritablement d'économie dans ce budget, dans les deux budgets, d'ailleurs, aussi le budget de la Sécu ? Est-ce que finalement, c'est la crise parlementaire, le blocage parlementaire qui nous protège, pour l'instant, d'une crise sociale ? Peut-être. Alors, vous savez qu'en général, il y a quand même un ingrédient important pour qu'il y ait une crise et des manifestations, c'est qu'il y ait une cible. Il faut que les manifestants aient quelqu'un contre qui diriger leur colère. Il faut qu'il y ait des décisions, déjà. Et voilà, exactement. Aujourd'hui, comme on est dans une situation, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, de marée, de sable mouvant avec cette négociation budgétaire, c'est difficile de se mobiliser. Et par ailleurs, dans cette négociation budgétaire, les socialistes, puisque c'est eux qui ont mené ce combat, ont quand même obtenu la suspension, le gel de la réforme des retraites. Donc je crois qu'on est dans cet entre-deux. Mais si d'aventure un budget, ce ne sera pas le cas pour celui-ci, mais un budget difficile, un budget d'austérité devait être adopté, à mon avis, ça redescendrait dans la rue. Peut-être est-ce d'ailleurs la raison pour laquelle François Bayrou, vous vous souvenez, le montant des économies qu'il voulait faire, eh bien ça n'a pas marché. Lui, il avait mis la barre très très haut, justement. Et... Frédéric Arnoux, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, parlait aussi du budget européen et disait qu'il fallait chiffrer à 1200 milliards d'euros par an les besoins d'investissement supplémentaires. C'est-à-dire que ça concerne donc toute l'Europe. Ça aussi, ça va poser problème. On va donc avoir du mal à budgéter ce budget européen au-delà de la défense, pour l'énergie, pour la transition écologique, pour le numérique. Chaque paroisse a ses propres problèmes intérieurs, donc c'est la même chose pour chaque pays qui essaye d'essayer de rafistoler quelque chose, de présenter un budget qui soit acceptable à plein de partis différents, parce que maintenant ça devient difficile de gérer avec un ou deux partis. Maintenant il faut avoir l'appui de tout le monde. Le problème c'est qu'en France et dans d'autres pays on n'a pas cette idée de faire des compromis, de faire des consensus. Il y a des partis qui veulent juste déclencher les élections parce qu'ils veulent en découdre avec la présidence Macron, avec le gouvernement actuel. C'est la même chose dans d'autres pays. Donc l'Europe vient un petit peu vraiment à l'arrière-plan des priorités des différents pays qui la composent. Et ça c'est un problème majeur aussi, parce que moins d'unité, tout le monde se parcellise, tout le monde se compartimente, et à un moment donné, cette idée européenne commence à perdre de l'attrait aussi. Et évidemment, les partis d'opposition qui n'aiment pas du tout le concept européen profitent justement de ça, ils font de la récupération et donc attisent justement ces tensions internes. Deux dessins de notre ami Pierre Kroll. Oui, puisque vous parliez de la Belgique, voilà, j'ai dessiné mon roi. Parce que cette semaine, il y a donc eu 3 jours de grève. Mercredi, c'était grève générale absolument partout. J'ai supposé que le roi se demandait si même lui ne devrait pas peut-être se mettre en grève. La reine, qui est un peu cachée ici, lui dit qu'alors il doit le faire discrètement, comme tout ce que fait notre roi. Et puis alors, vous avez parlé de ces autres pays, le vôtre, la France, mais aussi l'Italie, le Portugal, qui ont tous les mêmes problèmes pour boucler un budget en cette fin d'année. Voilà, ils espèrent que le Père Noël les aidera. Je pense que c'est raté. Oui, je voudrais juste rajouter une blague à la blague. En Ukraine, on a même l'expression « un budget sous le sapin » ou offrir un budget sous le sapin, parce qu'en Ukraine, c'est le Parlement qui le fait. Ils sont obligés, d'habitude, ça se passe le 30 décembre. Et nous, on appelle ça la magie de Noël. Voilà, merci.
Mais merci Pierre. Valérie, chaque samedi, vous qui êtes une grande baroudeuse, il faut bien dire, vous nous emmenez en balade chez un de nos voisins européens. Et ce soir, avec vous, on part en Pologne. Et oui, on pensait que la libre circulation des personnes en Europe incluait aussi celle de l'amour, mais visiblement, en Pologne, Cupidon est resté bloqué à la frontière, bloqué jusqu'à l'intervention de la Cour européenne de justice. Je vous explique. En 2018, 2 hommes se marient à Berlin. L'un est polonais, l'autre est germano-polonais. De retour à Varsovie, ils demandent à l'administration de transcrire leur union dans le droit, ce que la Pologne refuse parce que le pays ne reconnaît pas le mariage gay. Les 2 époux se sont donc tournés vers la Cour administrative suprême de Pologne qui a posé la question à la Cour de justice européenne. Et voici la réponse qu'elle a donnée cette semaine. Trybunał zauważył, że odmowa uznania małżeństwa zawartego zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim może rodzić poważne trudności administracyjne, osobiste i prywatne. Dlatego też Trybunał uznał, że taka odmowa jest sprzeczna z prawem Unii. Narusza ona nie tylko swobodę przemieszczania się i pobytu, ale także prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Alors l'Europe n'oblige pas la Pologne à légaliser le mariage homosexuel chez elle. Elle impose simplement la reconnaissance sans distinction des mariages conclus ailleurs. La Pologne peut garder son statu quo, mais elle doit intégrer dans son administration celles et ceux qui se sont unis dans un autre État membre. Et cette décision, Valérie, embarrasse le Premier ministre polonais. En effet, Renaud, Donald Tusk n'est pas très à l'aise. Il voit bien que son pays évolue malgré l'héritage catholique encore très présent. Dans un récent sondage, les Polonais se déclarent à 62,1% pour l'introduction d'une union civile entre personnes de même sexe, mais seulement 30% soutiennent le droit au mariage dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels. C'est pourquoi, vous allez l'entendre, Donald Tusk reste très prudent concernant la décision européenne. Nie pierwszy raz mamy do czynienia z takim wyzwaniem, jakim jest wyrok i interpretacja tego czy innego Trybunału Europejskiego. Kwestia dotyczy małżeństw zawieranych przez ludzi mieszkających poza Polską w innych krajach europejskich. My będziemy stali na straży tego, aby pozycja Polski w Europie była silna. Et pourtant, depuis son arrivée au pouvoir en 2023, Donald Tusk avait promis d'introduire un cadre légal pour les couples de même sexe. En juillet 2024, le projet de loi sur les unions civiles a même été formellement inscrit à l'agenda du gouvernement. Mais ça, c'était avant l'élection présidentielle en juin dernier d'un candidat issu du PiS. Karol Nawrocki est un ultra-conservateur anti-avortement fermement opposé au droit LGBT. L'Europe fait donc un pari audacieux, celui de rappeler ses droits fondamentaux et ses valeurs, quitte à froisser un président qui bloque actuellement avec son droit de veto l'avancée du texte sur les unions civiles. Un président qui se dit aussi très proche de Trump et contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Frédéric Arnoux, un pari audacieux, je le disais, voire très risqué. L'Europe, elle prend un risque dans cette affaire. Elle envoie un signal fort en direction des conservateurs, certes, mais est-ce que ce geste ne pourrait pas se retourner contre elle dans un contexte géopolitique où l'euroscepticisme grandit ? C'est clair, les forces conservatrices dans ces pays des Balkans, dans l'Europe de l'Est, sont encore très forts. Il y a évidemment cette portion religieuse qui, malgré tout, reste le catholicisme, les chrétiens. C'est très traditionnel. J'étais il y a quelques semaines en Hongrie où, encore une fois, la communauté LGBTQ est très ostracisée. Et donc, ces hommes politiques-là vont justement utiliser encore une fois cette espèce de mainmise de l'Europe pour essayer de vendre leur salade en disant regardez, nous on est particulier, on a un héritage chrétien, on est traditionnel, la famille c'est clair, c'est un homme, une femme et des enfants et rien d'autre. Et donc c'est sûr que ça peut effectivement se retourner contre l'Europe et ça peut donner des munitions à ces gens-là qui veulent rester un peu dans ce qui est passé dans le fond. Mariana, Perebedesiuk, alors comment faire, puisqu'on le voit effectivement en Pologne, l'opinion est hostile majoritairement au mariage gay. Donc ces forces conservatrices, elles sont soutenues par les électeurs. Exactement. Et par ailleurs, moi, je mettrais en garde contre prendre la Pologne un tout petit peu comme la France des années 60. Ce n'est pas du tout ça. Le catholicisme, c'est vraiment une sorte de pierre angulaire de l'identité polonaise, parce qu'il faut, et c'est là où en fait l'Ukraine rentre en jeu, parce que je rappelle que l'Ukraine a en effet fait partie du même pays que la Pologne pendant plusieurs siècles, et que ça s'est terminé dans une guerre de religion qui a finalement donné 2 pays où
la Pologne jouait la contre-réforme catholique et les Ukrainiens jouaient Puis ça a été aussi un les outil de réformistes. résistance au communisme en Pologne catholique. Exactement. Très fort, Donc en fait, il ne faut pas juste imaginer que c'est quelque chose qui est un peu désuet d'un autre temps et que ça va évoluer. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement prégnant. Mais pour autant, je ne pense pas que ça peut être figé à tout jamais, dans la mesure où l'Église catholique elle-même ne l'est pas. Un dessin de notre ami Pierre Kroll. Oui, mais voilà, des jeunes mariés qui ont été se marier à l'étranger, qui rentrent dans leur pays très conservateur, réactionnaire. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Vous ne voulez pas qu'on vous lance en plus du riz. Je crois que les autres ne sont pas heureux de les voir revenir comme ça. Merci Pierre. Alors nous allons maintenant pointer au bureau du personnel. Notre DRH Sévère mais juste, l'indispensable Olivier Boucreux nous y attend. Chaque samedi, il récompense les mérites de son employé de la semaine. Ce soir, il salue ceux de Sophie Adno, la 2e femme française de l'histoire, qui s'envolera bientôt dans l'espace. Nous sommes tous des employés, certains regardent vers le haut, elle y va. 0, c'est l'école. Ok, à 0, on serre les fesses et on y va. C'est qui Sophie Adenau, 43 ans, ingénieure et pilote d'essai, aujourd'hui astronaute au sein de l'Agence spatiale européenne. Le 15 février prochain, dans le cadre de la mission Epsilon, elle décollera pour 8 mois d'expérience en orbite. Une mission habitée, la première pour une Française depuis Thomas Pesquet, alors que la coopération avec la Russie est suspendue depuis 2022. La guerre en Ukraine a ramené la gravité sur Terre. Flashback 1996, Claudie Aigneré s'envole pour la station Mir, première spationaute française dans l'espace. Devant sa télévision, la jeune Sophie, collégienne de 14 ans, regarde, fascinée. Son grand-père, mécanicien de l'armée de l'air, lui a transmis le goût du ciel et des engrenages. Ma sœur me dit souvent, en plaisantant, elle me dit mais quand t'étais petite, le seul poster qu'il y avait dans ta chambre, c'était un poster d'une fusée. Donc oui, j'y pense depuis un petit bout de temps. Diplômée de Supaéro, l'école d'ingénieurs aéronautiques de Toulouse, elle se spécialise dans la mécanique, saute en parachute et tombe amoureuse d'un hélicoptère. Direction le MIT, l'Institut américain de technologie, pour étudier comment le corps humain s'adapte à la gravité. En 2005, elle rejoint l'armée de l'air, mission de secours, opération en Afghanistan. En 2019, elle est la seule femme française pilote d'essai expérimentale. 3000 heures de vol, 22 appareils testés et un calme olympien. À fond les ballons, on y va. La sélection 2009 à l'ESA lui échappe. Elle retente en 2022, 22 500 candidats pour 5 sélectionnés. Choisie pour ses compétences scientifiques et techniques, elle devient la 11e astronaute française et 2e femme de l'histoire après Claudie Aigneré. Comme tous les spationautes, elle emportera son petit kit perso, 1,5 kg, quelques objets symboliques et un morceau de France. J'ai préparé des enregistrements de bruits d'oiseaux, de torrents qui coulent, j'ai même enregistré, un jour je suis allée faire une rando en montagne et j'ai enregistré mes pas. Sur Terre, 4500 classes suivront son vol, les mêmes graines pousseront en bas et en haut pour mesurer la différence. Et finalement, pourquoi elle ? Parce que sa présence rappelle que la France est la 3e puissance spatiale et qu'une guerre des étoiles vaut mieux qu'un conflit destructeur. Richard Verlin, guerre des étoiles vaut mieux qu'un conflit destructeur, et pourtant l'espace est aussi en train de devenir, et est devenu même déjà un enjeu militaire aussi extrêmement important, avec d'ailleurs un vrai effort de financement, notamment du budget de l'Agence spatiale européenne, je crois plus de 32 milliards d'euros de budget. Oui, de toute manière, c'est absolument indispensable pour l'Europe à la fois de placer ses astronautes, mais surtout de maintenir ses lanceurs et de les moderniser. Ariane en Guyane est vraiment un vecteur essentiel pour l'industrie spatiale européenne, mais avec une grande question qui est posée, c'est les lanceurs de demain qui, semble-t-il, quand je lis les revues spécialisées, seront plutôt des plus petits lanceurs pour des plus petits satellites. Or, l'Europe a toujours fait le pari de l'industrie spatiale lourde, si l'on peut dire. Donc, comment va-t-elle réussir, l'Europe, à recoller les morceaux et à rattraper les États-Unis dans cette course à une forme de compétitivité spatiale? Et justement, Frédéric Arnould, pour rattraper les États-Unis, les Américains, eux, ils ont un atout, c'est Elon Musk, aujourd'hui, qui les aide à aller dans l'espace. Est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire une personne de type... J'irai au niveau business, au niveau des affaires, Elon Musk. Est-ce que c'est ça qui manque, c'est-à-dire le privé, tout simplement? C'est sûr qu'Elon Musk a pris énormément de place avec tous les contrats très juteux qu'il a avec la NASA, évidemment. En plus, avec Donald Trump, qui lui a décrété qu'il fallait maintenant créer une force spatiale, Space Force, là, vraiment le côté armement là, de l'espace. Donc ça fait un petit peu passer au second plan. Justement, ce qui se passe en Europe, on entend un peu moins. Il n'y a pas d'Elon Musk européen, oui. Il n'y en a pas, non. Et je ne pense pas que ça devient difficile de trouver des gens comme ça aussi. C'est pas évident, là. C'est les autres budgets, là. Justement, j'ai un exemple qui est lié à la guerre en Ukraine. Au début de l'invasion, puisque l'Ukraine ne recevait pas l'ensemble des renseignements
dont elle avait besoin, elle a conclu un accord avec une petite compagnie, minuscule compagnie finlandaise qui s'appelait IceEye, pour un satellite qui traquait la mer. Et figurez-vous que depuis 3 ans et demi, IceEye est devenu une sorte d'étoile montante de l'industrie militaire et que maintenant, c'est cette compagnie-là qui a intégré le système des commandements de l'armée suédoise et qui équipe également maintenant des avions de l'armée brésilienne. Donc, en fait, vous voyez, et ça a permis énormément d'investissements. Ça existe, mais celui qui fournit des renseignements, c'est Elon Musk avec sa galaxie de mini-satellites quand même en Ukraine. Starlink. Starlink. Mais en fait, ce que ça a montré, c'est que le renseignement, comme l'espace, ça ne peut pas être monopolisé par un État ou pour un groupe d'États. Ça peut être l'affaire de tous. Et un petit dessin patriote de notre ami Pierre Kroll. Voilà, juste un petit hommage et emprunté à Delacroix, une image bien connue. Vous êtes si content. Merci Pierre. Merci Pierre. Valérie, l'autre dossier de la semaine, c'est le plan de paix américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors, corrigé, amendé et puis peut-être déjà quasi enterré ? En tout cas, Renaud, rejeté par Moscou. Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu'il ne cesserait les hostilités que si l'armée ukrainienne se retire des territoires revendiqués par la Russie. L'offensive et les frappes aériennes sur le territoire ukrainien continuent, affaiblissant chaque jour un peu plus l'Ukraine qui tente malgré tout de resserrer les rangs de ses alliés. Російська війна триває, і ми всі чуємо, що Росія плює на намагання ключових світових держав закінчити війну реально, тривалим миром. Але чи буде мир, залежить не від погроз Росії, не від того, які там ультиматуми звучать. Ми зараз на зв'язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями. Mariana Perebenesiuk, la Russie répète qu'elle n'acceptera rien sans concession ukrainienne. Donc on a beau écouter Volodymyr Zelensky, mais la guerre va continuer. Ce plan de paix qui est passé de 28 à 19 points n'est même plus existant, ne servirait à rien aujourd'hui ? Mais tout à fait, parce que l'agression ne peut s'arrêter que quand l'agresseur arrête d'agresser. Vous voyez, on tente toujours de présenter cette guerre d'agression comme si c'était un conflit entre deux parties. Non, il s'agit d'une invasion et de l'agression. Donc en fait, elle ne s'arrêtera que si l'agresseur pourra être mis dehors. Donc pour cela, il faut aider l'Ukraine beaucoup plus, parce que, soyons francs, l'Ukraine, jusqu'à présent, n'a jamais reçu les moyens réellement nécessaires pour cela. On peut parler, par exemple, de missiles Taurus, au Tomahawk, si on parle de matériel américain. Ou alors, si l'agresseur décide de s'arrêter. Or, la Russie n'a jamais envoyé aucun signal d'une telle volonté. Oui, les buts de guerre de Poutine n'ont jamais changé, on l'a entendu à l'instant. Il n'y a que Donald Trump qui a imaginé qu'il perçoit de tels signaux. Justement, Frédéric Arnoux, Donald Trump, maintenant, il y a eu la présentation, enfin, plutôt la fuite de ce plan 28 points la semaine dernière, les réunions à Genève le week-end dernier, les amendements, un plan finalement 19 points, mais ça ne convient pas à Vladimir Poutine qui dit, voilà, il suffirait que l'armée ukrainienne se retire pour qu'il y ait la paix, mais évidemment, les Ukrainiens, et c'est légitime, ne le veulent pas. Que peut faire maintenant Donald Trump ? Est-ce qu'il va se retourner de nouveau vers Vladimir Poutine, mettre davantage la pression sur Volodymyr Zelensky, comme il avait déjà semblé le faire ces derniers jours, ces dernières semaines ? Mais ça devient compliqué parce que Donald Trump, il souffle vraiment le chaud et le froid. Un jour, il dit quelque chose, le lendemain, il dit son contraire. Il donne vraiment l'impression d'être quelqu'un qui a une relation étrange avec Vladimir Poutine. Est-ce que c'est de la collusion ? Est-ce que c'est quelque chose ? On ne saura jamais ce qu'il y a entre les deux hommes. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il tire vers le bas ce fameux dossier et l'Europe, elle est réduite vraiment à un rôle de figurante, de dire... Poutine encore l'a dit cette semaine, l'Europe, il peut dire ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas, c'est totalement inutile, c'est négligeable. Alors on se retrouve vraiment, l'Ukraine est au milieu de deux hommes qui ont des velléités très particulières, parfois différentes, mais il y a Donald Trump qui est un cyclotimique, qui est quelqu'un de très soupe au lait, qui change d'avis tout le temps, qui est probablement aussi manipulable, et on ne sait pas ce qui se passe en fait dans les coulisses. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, qui est un homme aussi qui conseille un peu Vladimir Poutine pour savoir comment il faut agir avec Donald Trump. Ça devient vraiment compliqué. Et au milieu de ça, vous avez l'Ukraine qui a de la difficulté à vendre un peu son aspect de défense, parce que là, il y a un scandale aussi de corruption qui secoue.
Là, il y a le chef de cabinet de M. Zelensky qui a démissionné aujourd'hui. Donc ça devient un peu complexe. Donc ça n'aide pas non plus sa crédibilité. Et pendant ce temps-là, Poutine s'amuse comme un fou. Et Trump, il est peut-être quelque part au milieu comme une marionnette dans le fond. Là. Richard Verlier, on le voit. Alors, les Européens, donc inutiles, donc, comme le disent Donald Trump et Vladimir Poutine? Non, je ne crois pas. La difficulté, c'est que les Européens, et là les Américains ont raison, les Européens à un moment donné doivent agir. Pourquoi les Européens, au moment où nous sommes, ne disent pas « nous ne signerons rien et surtout nous ne paierons rien que nous n'avons pas approuvé ». Pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi systématiquement, avant d'envoyer, ils disent « on va envoyer des troupes en Ukraine à l'arrière pour servir de force de réassurance ». Pourquoi ils ne disent pas « on y va ». Parce qu'ils sont divisés? Non, parce que tous sans exception, veulent la protection américaine, y compris la France. Même si Orban était encore un bien Moscou sûr, si les Européens aujourd'hui disaient, si les Européens veulent exister, je suis désolé, il y a une loi qui s'appelle le rapport de force, s'ils veulent exister dans ce dossier, à un moment donné, il ne faut pas se contenter de mettre le pied dans la porte, il faut la pousser. Or, aujourd'hui, il ne pousse pas cette porte. Quand même, une nuance sur Donald Trump, je ne suis pas sûr qu'il soit si changeant à propos de la Russie. Au contraire, il ne change pas. Il veut un deal avec la Russie. L'Ukraine, pardonnez-moi, il s'en fiche. Il veut un deal avec la Russie pour un tas de raisons. Plus pour des raisons commerciales, d'ailleurs, financières que... Voilà. Et parce qu'il s'est fixé ça comme objectif, et c'est ce qu'il a vendu à son électorat également. Donc les Européens doivent aussi se regarder en face et dire que s'ils sont marginalisés, s'ils ont un strapontin, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas capables de s'imposer. Et très rapidement, Mariana Perez-Benessieux, on l'évoquait à l'instant, Zelensky est empêtré en ce moment dans une affaire, encore une autre de corruption, son bras droit qui vient de démissionner. Est-ce qu'il faudrait qu'il parte, le président ukrainien, pour peut-être changer les choses, pour peut-être que la situation avance? Pour dire les choses très rapidement, la situation n'est pas facile. Elle n'est pas facile dans son ensemble, si vous voulez. La situation au front, le moral de la population civile qui souffre beaucoup des dernières vagues de frappe, et ce scandale. Il faut quand même préciser que ni le président, ni même son bras droit ne sont pas appliqués directement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de leur enregistrement, ni même de leur application absolument directe. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est un signal extrêmement positif, parce que c'est ce que réclamait en fait la société qui est quand même un départ comme prise des responsabilités en attendant l'enquête. Mais le président lui-même... Qu'on comprenne bien la position de Volodymyr Zelensky aujourd'hui en Ukraine. Est-ce qu'il est populaire? Est-ce qu'il est soutenu par la population? Ou est-ce qu'il y a une frange de la population qui commence à dire non, il devrait peut-être partir pour faciliter la situation et de l'éventuel début de vraies négociations de paix? Alors, les Ukrainiens, Volodymyr Zelensky, n'importe qui, savent pertinemment que ce n'est pas une question de personnalité, même si Volodymyr Zelensky est excellent. Il est toujours populaire, il est toujours soutenu par la population. Il est soutenu parce que s'il y aura quelqu'un d'autre, il sera tenu de tenir absolument les mêmes positions que Volodymyr Zelensky. S'il part, ce sera le président du Parlement qui sera aux manettes. Or, la majorité au Parlement, elle est présidentielle, c'est le même parti. Mais ce n'est même pas ça. C'est qu'avant Zelensky, il y a eu Poroshenko. Poroshenko, c'était pareil. Avant Poroshenko, il y avait eu Turchinov. C'était pareil. Donc, on peut changer indéfiniment les têtes. Il n'y aura jamais un président pro-russe. Merci Mariana Perez-Benessieux, qu'un dessin de Pierre Kroll. Ben voilà, en tout cas, le Donald Trump de cette semaine qui vient de s'écouler, pour qui c'était assez simple, c'est Black Friday, on fait des promotions, et Poutine lui dit merci. Merci Pierre, c'est à vous Jean-Mathieu. Toute la semaine, vous avez regardé la télé des autres, et ce soir, on vous suit jusqu'au bout du monde, puisque vous avez regardé cette semaine la télé australienne qui s'étonne de l'accoutrement d'une de ses parlementaires. Bah oui, parce que si vous pensez que les débats à l'Assemblée nationale française sont animés, voire parfois surréalistes, c'est encore un cran en dessous de ce qui peut se passer au Parlement australien. One Nation leader Pauline Hanson went into the Senate today dressed in a burqa after she'd been refused permission to introduce a bill to ban the burqa from public spaces. Voilà, l'indignation est nationale en Australie. Députée du parti d'extrême droite One Nation, Pauline Hanson est connue en Australie pour ses sorties racistes, son goût des mises en scène. Lundi, voyant que les membres du Sénat ne voulaient pas examiner sa proposition de loi visant à interdire la burqa dans l'espace public, Hanson s'est présentée, donc on l'a vu, on va la voir là, quelques minutes plus tard dans l'hémicycle, vêtue du vêtement qu'elle voulait interdire. Alors malgré les protestations, elle restera assise avant
que la séance ne soit suspendue. La sénatrice écope d'une suspension d'1 semaine de l'Assemblée et des critiques particulièrement virulentes, notamment de cette sénatrice écologiste, Meren Faruqi. President, a dress code might be a choice of the senators, but racism should not be the choice of the Senate. This is a racist senator displaying blatant racism and Islamophobia, President, and someone should pull her up on that. Senator Faruqi. And it is you in the chair. You should be pulling her up on that. Voilà, la classe politique est assez au diapason pour condamner le coup de com' en fait que s'est payé Pauline Hanson devant les caméras du pays. Mais alors c'est vrai qu'elle n'est pas très connue en Europe, Pauline Hanson. Alors comme nous sommes samedi soir de toutes les rencontres, je vous propose de mieux faire connaissance justement avec cette sénatrice. Elle a 71 ans, elle a créé donc ce parti One Nation en 1997. Elle est classée à l'ultra-droite nationaliste avec 2 obsessions, la lutte contre l'immigration et la lutte contre l'immigration, en fait, voilà, tout simplement. Elle déteste les vaccins, voudrait assouplir la loi concernant le port d'armes et n'hésite jamais à sécher une séance du Parlement australien pour se rendre à une assemblée des conservateurs à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump. Et surtout, Pauline Hanson adore provoquer. C'est encore le cas, donc, en portant cette burqa. Elle en avait déjà porté une dans ce même Sénat en 2017. Et le fait qu'on lui interdise de s'en vêtir serait, selon elle, une hypocrisie de la part des sénateurs. There's no diversity of what you want, opinions or what you want to put across. And this is so frustrating. You know, you spoke about the burqa on the floor of Parliament, then you have the screening. No, we might offend people. Our whole country is going down the bloody drain. It really is. It frustrates me to no end. Voilà, jouer sur les mots et la confusion pour tenir un discours qui associe immigration, islam et terrorisme, longtemps relégué au rôle de spectatrice en raison d'une politique, on le sait, particulièrement sévère envers les migrants en Australie. Eh bien, Pauline Hanson gagne désormais des voix et des sièges. Elle parle maintenant d'un combat culturel et ces différentes phrases que pourraient lui apporter d'autres succès. En tout cas, son message a bien été entendu par l'habitant de Sydney selon ce micro-trottoir de l'agence Reuters. And she does represent a group of people. And that's what they want to see, and that's what she's doing. I mean, it might not agree with my views, but I respect her right to present her views. Maybe not in that particular way, but she certainly got her message across. Voilà, la recette de Pauline Hanson n'est pas nouvelle, mais elle est dangereusement tendance dans le monde de 2025. Mais Frédéric Arnaud, est-ce que là aussi on le voit à travers cette volonté aussi d'interdire la burqa dans l'espace public, comme la France l'a fait, c'était en 2010. Est-ce que là, il y a une véritable différence entre le monde anglo-saxon et le monde latin et européen? Mais je pense que l'Australie n'échappe pas à ce vent de populisme de droite et d'extrême droite. Donc on fait des généralisations, on fait des amalgames. C'est la burqa, forcément. Ce sont les migrants. C'est le dossier qui revient toujours. Donc c'est très vendeur politiquement. C'est un coup d'éclat qui lui permet probablement de marquer des points. Maintenant, quel est le réel problème en fait en Australie? Si on regarde la religion la plus populaire, c'est la religion chrétienne, c'est 44% de la population. La deuxième religion, c'est l'islam, mais 3,2%. Donc c'est vraiment minime par rapport à ça. Pourquoi les Australiens, donc les parlementaires australiens, ne veulent pas s'emparer de la question du voile intégral? Pourquoi ils ne veulent pas en parler justement de la burqa? Mais les Australiens sont très particuliers, c'est un peu comme les Canadiens. C'est une nation un peu d'immigration aussi, donc c'est un peu compliqué de venir commencer à régenter ce genre de choses-là. Je pense qu'il y a une certaine frilosité aussi, mais d'autres politiciens ne se gênent pas de l'utiliser parce que ça devient un peu le pain et le beurre de leur parti. Un dessin de Pierre Kroll. Oui. Quand j'ai appris qu'il y avait une telle montée de l'extrême droite, du populisme et tout ça et tout en Australie que je connais peu, voilà ce que je me suis dit. Mais en tout cas, ils vont pas s'y mettre aussi. Et une petite allusion. Merci. La burqa derrière. Merci Pierre. Il est temps maintenant d'accueillir notre invité du samedi. Sa passion, ce sont les restes humains, enfin plus précisément leur conservation, c'est-à-dire l'histoire culturelle de la mort. Héloïse Kettel, bonsoir, bienvenue. Vous êtes précisément conservatrice, restauratrice de restes humains et de matériaux organiques et vous êtes la commissaire d'une exposition passionnante consacrée aux momies au musée de l'Homme à Paris. Elle se tient jusqu'au 25 mai 2026. Alors nous attribuons d'ordinaire volontiers cette pratique funéraire des momies à l'Égypte antique. On pense à Ramsès II, à Toutankhamon, à plein d'autres pharaons. Et pourtant, et c'est ce qu'on comprend, ce qu'on découvre avec cette exposition, l'histoire elle est beaucoup plus ancienne. Et les momies d'ailleurs ne nous viennent pas d'Égypte et d'Égypte antique, mais plutôt d'Amérique du Sud, les toutes premières. En effet, les toutes premières momies, en fait, on va les découvrir, c'est la culture des Chinchorros, qui arrive du Chili il y a près de moins 9000 ans, jusqu'à finalement un parcours qui va jusqu'à la thanatopraxie actuelle quelque part.
Donc c'est un phénomène, c'est une pratique culturelle qui se pratique sur tous les continents. C'est pratiqué sur tous les continents. Tout à fait. Ça se pratique sur tous les continents, sur une chronologie assez vaste, comme on a pu le voir. Et il y a différents processus de momification que l'on va retrouver justement aussi et qui sont liés aux différents aires géographiques et conditions environnementales. Eh ben justement, j'allais y venir. Donc, quelles sont les différences de momification entre les continents, les époques? Vous pouvez nous les décrire rapidement? Alors, on va pouvoir retrouver des corps momifiés par le froid et ça va être plus favorablement des corps momifiés naturellement, avec peu d'intervention humaine. On va aussi pouvoir observer des corps préservés par le chaud, notamment dans le sable du désert, simplement parce que les molécules d'eau, du coup, s'évaporent et ça stoppe le processus de putréfaction. Et puis ensuite, on va avoir différents autres processus de momification où on va voir intervenir l'humain, l'éviscération, etc. Notamment les Égyptiens qui enlevaient le cerveau, c'est ça, mais qui gardaient le cœur? Alors le processus de momification à l'égyptienne, il est assez long, il dure 70 jours. Okay. Et puis il y a 3 types de momifications différentes en fonction de son rang aussi. Et là, on enlève les organes internes, on enlève le cerveau par le nez, etc. Donc c'est un processus très très long en effet. Oui, il faut être assez bricoleur en quelque sorte. Juste une toute petite question, est-ce que si par exemple Valérie Brochard veut se faire momifier, est-ce que c'est une pratique qui est légale en France? On peut demander à se faire momifier aujourd'hui? Alors, on n'a plus ça vraiment de la momification, on appelle ça de la thanatopraxie pour le coup, et donc en effet, c'est une pratique qui est absolument possible. Vous faites intervenir un thanatopracteur. Voilà. C'est ce que je vais faire. C'est coûteux, c'est plutôt... coûteux a priori. Ça peut, oui. Oui, justement, comme la question naturelle, c'est pourquoi se faire momifier aujourd'hui? La question naturelle, pourquoi se faire momifier en Amérique latine, en Amérique centrale, en Égypte? En Égypte, on connaît un tout petit peu parce qu'on a des écrits. Est-ce qu'on sait sur le reste du monde? Pourquoi ça correspond? Quelle était l'attente de ceux qui... Le plus souvent, on a vraiment un culte vis-à-vis de l'ancêtre, en fait. On souhaite pouvoir justement veiller sur lui tout du long de sa vie posthume, après mort. Et quelque part aussi, ce que l'on souhaite, c'est qu'il veille également sur nous. Et c'est une pratique que l'on peut observer, par exemple, chez les Chachapoya. Avec les guerriers des nuages, on a une momie de Chachapoya au sein de l'exposition qui est trépanée et qui est en posture assise. Et donc, eux sont installés dans des sarcophages à flanc de montagne et peuvent veiller sur les habitants. Ça se pratique encore aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Oui, alors c'est une tradition qui a été remise à jour par Game Tazou, qui était le chef du village en 2015, et c'est une pratique qui peut encore revenir, en effet. Alors, c'est vrai que c'est pas nouveau, s'intéresser aux momies, c'est vrai que ça depuis très longtemps s'y intéresse, et j'ai lu qu'au 19e siècle, on faisait commerce de momies, ça faisait très bien de ramener une chez soi, en fait, de collectionner, en fait. Il y avait des gens, des particuliers, avaient des momies chez eux. En fait, il y a eu un tel arrivage de momies, justement, après les grandes campagnes de fouilles, type celle de Napoléon, que chaque privé qui voulait une momie pouvait en obtenir une, en effet. Et puis, il y a toute une tradition aussi de la consommation de la momie, ou de peindre avec des pigments de momie, il y a eu beaucoup de dérives. D'accord. Richard Verdi. Avec les nouvelles technologies, j'imagine qu'il est plus facile aujourd'hui de momifier que dans le passé. Ça doit être beaucoup plus simple. Disons qu'on est passé vraiment d'une momification naturelle, avec des baumes, des végétaux, etc., à une momification complètement chimique, justement, avec la thanatopraxie. Donc c'est pas tant que c'est plus simple, c'est plutôt que c'est plus, stérile et moins dangereux, en tout cas. Et la momie d'aujourd'hui dureront plus longtemps que celle d'hier ou pas? Je ne saurais vous dire. Un point plus particulier, vous évoquiez le fait que dans cette pratique, il y avait la volonté de conserver en quelque sorte les ancêtres en surplomb. Il y avait une forme aussi de culte quasiment. Est-ce que ça explique, est-ce que c'est aussi une traduction, la momification, en tout cas la conservation des dépouilles d'un certain nombre de dictateurs communistes? On peut penser à Lénine, Mao, Ho Chi Minh, si je ne me trompe pas. Ça relève de la même logique et là aussi c'était pour perpétuer ce culte? Oui, on a vu ça pour Eva Perón aussi. Il y a vraiment un fantasme du grand dictateur comme ça qui dure encore et toujours et qui impose encore quelque part un peu son pouvoir sur le peuple. On pourrait imaginer ça, ouais. Est-ce que je peux emmener mon fils de 5 ans voir cette exposition? Votre exposition, c'est... Ouais. Voilà. On la conseille tout public. Ouais, on la conseille plutôt à partir de 8-9 ans. Mais si vous avez l'envie justement de pouvoir le guider au mieux, pour nous, on considère que c'est possible aussi. Okay. Ouais. Moi, une dernière, toute rapide, parce que là, on a fait le tour du monde. En France, il doit forcément y avoir quand même des contextes où on préserve les corps ou non? Et à l'époque, vous voulez dire, il y a Oui, avant mais peut-être au Moyen-Âge ou après? Oui, en effet, on a pu voir justement des formes d'embaumement à partir du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, avec différents types de pratiques pour des processions, montrer des rois, etc. Et quel que soit justement aussi le statut social de la personne, ou pas, ou c'était réservé à une élite, à une caste, à une aristocratie Plutôt réservé à une élite, en effet, parce que c'était long et coûteux, et puis c'était aussi pour montrer le roi face au peuple, donc un peu moins pour les indigents. Long, coûteux et pas remboursé par la sécurité sociale, de surcroît. Merci en tout cas, Héloïse Quettel. Il faut absolument aller voir en famille, donc, non, à partir de 8-9 ans, mais voilà, ce que vous disiez, cette formidable exposition au Musée de l'Homme
à Paris, Momie, et c'est jusqu'au 25 mai 2026. Et un dessin, il s'en passe de belles dans les musées, un dessin de notre ami Pierre Kroll. J'irai voir l'exposition parce que ça me passionne. Mais j'ai envie de vous dire, méfiez-vous. Si vous connaissez cette momie, Raskar Kapak, bien convoqué, moi, mon patrimoine BD belge, dans les 7 boules de cristal, Raskar Kapak n'était pas content qu'on le dérange. Tintin. On peut aussi se rendre au musée de l'homme en monte-charge, mais enfin, c'est une autre histoire. Non, je plaisante, ne le faites pas. Merci Pierre Kroll. Place maintenant à notre troubadour des fins de semaine. J'ai nommé le seul, l'unique Benoît Forgeard dans Dérive des continents. Cet esprit facétieux s'interroge ce soir. L'audiovisuel public penche-t-il à gauche ? Bonsoir Renaud. Une commission d'enquête examine cette semaine le cas de l'audiovisuel public, suspecté de n'être pas assez neutre. Et si les médias publics penchaient à gauche, serait-il normal que le citoyen dont le cœur bat à droite participe à les financer ? Question existentielle, ressassée par les commentateurs impartiaux des chaînes bolloréennes, que rien n'indigne tant que l'argent du contribuable jeté par les fenêtres. Voyons voir, la Maison de la Radio est-elle organisée en coopérative ? Des femmes voilées y ont-elles leur émission ? Le journal de Léa Salamé débute-t-il par un appel à libérer Moumia Abou-Djamal ? Reconnaissons que si l'audiovisuel public penche à gauche, ça n'est qu'un petit peu et simple affaire d'équilibre, vu l'inclinaison générale du pays, chaque jour plus noyé dans la brume répandue par les chaînes d'opinion, turbine à bullshit au marxisme discret. Que les milliardaires réactionnaires nous laissent au moins les émissions qui consolent de la gueule du monde, Macha Béranger, Jean Lebrun, les pieds sur terre, chacun son rayon. Est-ce que je me plains, moi, de financer par mes impôts une police qui pencherait trop à droite ? Et puis paye-t-on des impôts pour s'offrir un service conforme à ses idées ? Dans ce cas, je cesserai de m'acquitter de mes obligations fiscales chaque fois que mes compatriotes élisent un président dont je ne voulais pas, c'est-à-dire souvent. Je réalise trop tard que je suis en train de tomber dans le panneau d'adopter une posture morale supérieure. Mais jugeons sur pièce. Dans cette guerre culturelle en cours, chaque camp sa contribution au progrès de l'humanité. France 2, France 3, La 7, Arte, c'est des chiffres et des lettres. Le dessous des cartes, Fort Boyard. CNews, c'est Morandini Live. On aimerait que nos élus s'élèvent au-dessus de la mêlée pour dire « ceci est vrai, ceci est faux ». Ceci est tellement faux que nous n'y répondrons même pas. Or, la ministre en charge, quand elle n'est pas démissionnaire, se bat pour couper davantage le soutien de l'État à Radio France, comme s'il y avait là urgence. Pitoyable politique sans passé ni futur, qui se range du côté du plus riche contre le bien commun. Merci Forgeard. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Avec vous ce soir, comme chaque samedi, on va prendre le temps de méditer un peu. Et ce soir, on va méditer sur les prénoms en vogue. Alors non seulement ils sont variés, mais en plus on ne sait même plus comment les écrire. Vous avez peut-être déjà remarqué, chez vos amis jeunes parents, à l'école, que les prénoms dits classiques se dotent d'orthographes inédite. Louis avec un tréma, Raphaël, 2 FEL, Jennifer remasterisé avec un Y. Alors d'abord, il y a la loi du 3 avril 1993 qui explique tout ça. Elle permet aux parents de choisir librement le prénom de leur enfant. Selon le sociologue Baptiste Coulmont, ça a été un basculement. Plus besoin de se tenir à une liste existante. On peut puiser dans d'innombrables références culturelles. Anakin de Star Wars, Daenerys dans Game of Thrones. Et puis on peut même créer des prénoms totalement inédits. Alors néanmoins, l'officier d'état civil peut refuser un prénom s'il est contraire à l'intérêt de l'enfant. La justice a déjà rejeté Nutella, Babor et Tribord pour des jumeaux, ou encore Patrice et Joyeux. Ah non, bon, la loi de 93, d'accord Natacha, mais il y a 30 ans, personne ne s'appelait Chloé KHLOE plutôt que Chloé CH. Le Chloé normal, bah oui. Ah, voilà. En fait, de façon générale, les familles choisissent des prénoms de plus en plus rares. Aujourd'hui, 9 prénoms sur 10 sont portés par moins de 3000 personnes en France. Mais alors pourquoi une telle quête de l'originalité ? Pourquoi cet engouement pour les Y, H, Z ? Eh bien, déjà, parce que le prénom n'a plus la même fonction qu'il y a 50 ans. Désormais, on l'utilise partout, tout le temps, même au travail. D'ailleurs, je vous appelle Renaud et pas Monsieur Dely. Je préférerais pourtant. J'étais sûr que vous diriez ça. Pendant longtemps, je sais, tous pairs, allez-y. Pendant longtemps, on n'utilisait que le patronyme, à moins d'être très intime. D'ailleurs, prenez le roman de Balzac, Le Lys dans la vallée. Les amants attendent des mois avant de enfin s'appeler Henriette et Félix. Il est donc impossible aujourd'hui d'échapper à son prénom ? Et oui, et en plus, on connaît son importance dans la construction de soi. D'ailleurs, les Romains durant l'Antiquité disaient « nomen omen », le nom et présage. Et un prénom, ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte une religion, un milieu social, un héritage familial. Ça, c'est censé représenter une identité qui va nous suivre toute notre vie, alors que, paradoxalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a choisi. Alors on peut
encore en changer, comme le philosophe Jacques Derrida qui s'appelait Jackie au départ, mais ça sonnait peut-être pas assez philosophe. Aujourd'hui, c'est donc le principal marqueur d'identification d'un individu, et donc on peut se demander si on n'assiste pas à la fin du nom de famille. C'est le pari malicieux que fait l'essayiste Raphaël Dohan, et si le patronyme disparaissait d'ici 100 ans, et si on revenait au mononyme, comme ce fut le cas au 7e siècle, et comme toujours, les artistes ont toujours un peu d'avance sur leur temps, on peut penser à Johnny, Angèle, Vianney, et Renaud, bien sûr. Oh, quelle belle chute. Merci Natacha. Un dessin de notre ami Pierre, alors. Mais voilà un couple qui a trouvé un prénom original. Bah oui, ils ont inventé. Mais comment est-ce qu'ils vont prononcer ça? Ça, on verra plus tard. Et vous me permettrez de signer mon prénom, qui est Pierre. Comme ça, alors. Oh là là. Bravo. Bravo, merci Pierre. Merci à tous, les amis, Richard, Mariana, Frédéric et les autres. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'indispensable Elisabeth, bien sûr. On va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité du samedi qui est venu nous présenter cette passionnante exposition sur les momies, ces fascinantes momies dont on a la nostalgie. Souvent, les momies nous donnent le blues, l'occasion de réécouter Nicoletta. Pourquoi Nicoletta? Parce que Mommy Blue, bien sûr. Tchuss.